Une pierre, deux coups. Une émission mensuelle proposée par le Parc naturel régional des Causses du Quercy, un mardi par mois à 17h30, en rediffusion le mercredi à 10h. Nouvelle émission d'Une pierre deux coups, l'émission qui fait parler les cailloux. Dans cette nouvelle émission, nous allons parler de la filière pierre locale avec Jean-François Essel, chargé de mission développement local au Parc naturel régional des Causses du Quercy, et Thierry Raffi, artisan maçon. Bonjour à vous. Bonjour. Alors dans cette émission, on va parler de pierre et puis nous allons également en parler en fin d'émission de lichen avec des pelouses sèches que j'ai découvert à Montfaucon, à l'école de Montfaucon. Mais ça, c'est pour tout à l'heure. Pour l'heure, on va parler bien de cailloux avec Jean-François et Thierry. Alors, pourquoi s'intéresser au développement de la filière pierre locale et puis pourquoi une filière pierre locale finalement ? Alors déjà, des cailloux, il y en a beaucoup dans le département et en particulier sur le territoire du parc. On pense évidemment au patrimoine bâti en pierre qui est très riche dans les villages, les châteaux, les églises. On pense aussi aux murets en pierre sèche. Mais il y a aussi tout un petit patrimoine qui est très riche en milieu rural, les caselles, les gariotes, les fours à pain, les lavoirs. Et c'est un défi énorme de maintenir, d'entretenir tout ce patrimoine. Et donc le parc, depuis plusieurs années, essaie de contribuer à donner envie de restaurer ce patrimoine. Qui est en train de se perdre finalement ? Un petit peu à la fois, il y a du patrimoine qui se dégrade par manque d'entretien ou pour une multitude de raisons. Peu à peu, parfois, on remplace les pierres par d'autres matériaux. Par souci financier aussi. Par souci financier ? Oui, bien sûr, parce que ça a un coût. Souvent, d'autres matériaux sont plus faciles à trouver, ils sont moins chers, ils sont plus faciles à mettre en œuvre. Alors un peu à la fois, on perd des éléments de patrimoine qui constituent la richesse de notre territoire. Donc c'est un défi à relever, et puis un peu à la fois aussi, on peut perdre des savoir-faire, des artisans. Et donc du coup, c'est un constat, vous êtes parti vraiment d'un constat et d'une demande par rapport à ce patrimoine qui est en train de se perdre ? Oui, alors, le sujet, il est très vaste. Alors, il a fallu choisir des priorités. Alors, le parc, on a choisi particulièrement de travailler sur la thématique de la pierre sèche et de la lauze. Et pourquoi travailler justement sur cette thématique ? C'est qu'il faut s'intéresser à l'approvisionnement en pierre. Est-ce que c'est facile à trouver des pierres ? Est-ce qu'il y a des entreprises qui travaillent la pierre ? Est-ce qu'ils ont le savoir-faire ? Est-ce que les salariés sont formés ? Est-ce qu'il y a des problèmes de qualification ? Est-ce que le public est sensibilisé à l'entretien du patrimoine ? Donc voilà un peu le sujet pour travailler sur le long terme sur la filière pierre. Et c'est là où Thierry, vous intervenez parce que finalement, vous en tant que maçon, en tant qu'artisan, vous vous intéressez à la pierre. Ah oui, je m'intéresse à la pierre depuis pas mal d'années, depuis que j'ai commencé à travailler d'ailleurs. Et en fait, cet élan qui est relancé de rénover, de restaurer tout ce petit patrimoine, ça je sais pas, ça donne de la valeur à notre travail, quoi. C'est quelque chose de... Je sais pas, on l'a en soi, quoi. C'est quelque chose qu'on a vraiment en soi. Et là, ce qu'a relancé le parc, là, de réouvrir des micro-carrières pour pouvoir extraire justement la matière première, puisque c'est ce qu'on a besoin, ça nous a donné à plusieurs artisans une dynamique et une envie de vouloir faire et de montrer qu'on peut y arriver, quoi. Voilà. D'accord. Alors... cette action, elle est partie donc de ce constat, du fait aussi que les pierres ne se trouvent plus
dans le Lot et il faut trouver des pierres pour pouvoir reconstruire. Les pierres, elles sont toujours là. C'est simplement qu'il faut aller les chercher, quoi, et avoir les autorisations pour pouvoir le faire. Voilà, tout simplement. À l'époque, les pierres qui se servaient pour travailler, c'était des pierres qui étaient glanées. Ils les mettaient de côté dans les champs pour pouvoir ils les mettaient en stock, de façon après, quand ils avaient la quantité nécessaire, pouvoir monter leur ouvrage. Et voilà. Maintenant, on travaille différemment. Maintenant, si on a besoin de l'ose, on va extraire que de la lose. On va pas, voilà. Ce qui est dommage, parce que quand on extrait de la lose, on rencontre tout plein de la pierre à bâtir, la pierre pour pouvoir faire des voûtes en corbellement. Enfin, on a tout ce qu'il faut dans le sous-sol, quoi. Voilà. Jean-François, comment ça se passe aujourd'hui? Alors, le choix de l'action qu'on a voulu monter sur le territoire du parc, c'est qu'on a entendu de la part des artisans qu'il y avait un problème d'approvisionnement en pierre, en lose. On trouvait difficilement des loses quand il fallait trouver des loses neuves. On trouvait difficilement des loses dans le département du Lot. Il fallait les acheter dans d'autres départements. Donc, par exemple, en Lozère, souvent, les loses qu'on utilise dans le Lot, elles proviennent de Lozère. Alors, c'était quand même dommage. Autrefois, on utilisait tout le bâti du département. On le faisait avec des pierres locales. Donc, c'est une thématique qui nous a intéressés et on a cherché dans les réglementations et on a vu qu'il était possible d'ouvrir de toutes petites carrières locales. Et c'est ce qu'on a proposé à différents territoires du Massif central, parce que l'origine de cette action, c'est aussi qu'on travaille à une plus grande échelle avec d'autres territoires du Massif central. Donc dès 2016, il y a plusieurs territoires passionnés avec des passionnés de pierres sèches, de lose, qui se sont réunis. Alors en particulier le Parc national des Cévennes. La Lozère, il y avait des associations de professionnels, de losiers et de bâtisseurs en pierre sèche, des parcs naturels régionaux, par exemple le parc des Monts d'Ardèche. Donc on était une dizaine de partenaires et on s'est réunis ensemble en disant qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour faire avancer la filière pierre sèche et la lose dans nos territoires. Alors on a chacun choisi une action. Depuis 2016, alors on était soutenu financièrement par l'État. On a bénéficié de crédits chacun du Massif central. Et on a choisi chacun une action. Alors la nôtre, c'était l'approvisionnement et retrouver l'usage de pierres locales en ouvrant une micro-carrière. Alors dans d'autres territoires, il y a des territoires qui ont choisi des actions de formation, de qualification de professionnels, des inventaires d'ouvrages en pierre sèche. Donc on avait une dizaine d'actions différentes. Et chacun a terminé son action en 2018 et 2019 et on l'a présenté tous ensemble à un colloque qui s'est tenu à Florac l'année dernière. Et c'était très enrichissant parce qu'on a créé en plus un réseau entre tous les professionnels et les acteurs de la filière. Chacun a présenté son action et ça a donné envie. Le but, c'était aussi que chacun puisse bénéficier de l'expérimentation de chacun. D'accord. Alors, cette micro-carrière, elle se situe où? Elle se situe sur la commune de Grèze. De Grèze. Voilà, où vous êtes installé. Et je suis installé là, sur cette commune-là. Et en fait, il se trouve que sur cette parcelle, il y avait beaucoup de murets avec de la petite pierre plate, des caselles juste à côté, ce qui nous a fait penser qu'à cet endroit-là, on pourrait trouver de la lose en dessous, quoi. Voilà. Ce qui est le cas. Et ce qui est le cas. Puisqu'on a trouvé notre bonheur pour restaurer la caselle de Marcillac-sur-Célé. Et puis, par la suite, pour de nouveaux projets, quoi. Voilà. Quand on parle de micro-carrière, de quoi parle-t-on par rapport à une carrière normale? Oui, alors je vais peut-être préciser, donner un peu le détail de l'expérimentation. Voilà, on a dit on va expérimenter, on va essayer d'ouvrir une micro-carrière locale. Donc ça signifiait qu'il fallait trouver un chantier pour restaurer du patrimoine avec ces pierres locales.
Donc on a identifié, on a cherché un chantier public puisque c'était une expérimentation, on a voulu le faire sur un petit patrimoine public. Donc on a trouvé une caselle effectivement à Marcillac-sur-Célé qui appartient au département du Lot, qui justement nécessitait une restauration parce que le département avait pour projet de créer un sentier des Caselles. Donc ils avaient besoin de restaurer une caselle et donc ça pouvait convenir pour l'expérimentation. Donc ça c'était un premier élément, identifier le chantier. Ensuite il fallait effectivement, comme disait Monsieur Raffi, trouver un lieu, trouver le site idéal pour extraire les pierres. Alors ça nous a demandé quand même plusieurs mois puisqu'il fallait identifier un site idéal, sachant que la mémoire s'est un peu perdue. Autrefois, les gens connaissaient bien les secteurs intéressants, la qualité des pierres, mais aujourd'hui, c'est quand même pas évident de trouver des sites. Dans ce cas-là, on a eu la chance d'avoir un propriétaire qui a bien pu nous renseigner, qui a gardé toutes ses valeurs et qui savait très bien que dans sa parcelle, il y avait ce qu'il fallait, quoi. Voilà. D'accord. Et étant de la commune, voilà, il a pu bien m'aiguiller, quoi. Tout à fait. Okay. Voilà. On a travaillé avec des géologues, on a fait des analyses bibliographiques, essayé de retrouver des sites indiqués dans des documents. On a fait des relevés de terrain, on est allé faire différents sondages aussi à la pelle, avec une petite pelle pour aller sur certains terrains, essayer de voir la qualité des pierres. Après, ce qu'il y a, c'est que c'est très aléatoire. Le sous-sol, on peut rencontrer sur une surface pas très très grande, mais tout ce qu'on cherche, la pierre à bâtir, la lose, et puis d'un coup, il n'y a plus rien, quoi. Il y a un petit peu de terre, et puis des cailloux qui ne sont pas utiles à la construction, quoi. Et voilà. J'ai une question justement là-dessus, c'est à quelle profondeur on trouve ces pierres-là ? En surface, quasiment. En surface, voilà. quasiment en surface. À moins 20 du niveau du sol à 50-60 cm. Après, au-delà, c'est plus de la pierre à bâtir, mais pour la lose, c'est en surface. Ouais. D'accord. Voilà, alors ça c'était important aussi, c'est le terme de carrière, de micro-carrière, parce qu'on dit que c'est une micro-carrière, mais ça a peu de choses à voir avec une carrière en réalité, puisque on est à moins d'1 mètre de la surface du sol, c'est vrai. On a utilisé une emprise au sol de 200 mètres carrés, 2 à 300 mètres carrés. Ce qui n'est pas grand-chose. Ce qui est vraiment très peu. C'est quand même pas mal pour ce qu'on a extrait, parce qu'on a extrait 13 mètres cubes de lose la première fois, donc c'est quand même... Ça prouve bien qu'en volume bougé, c'est quand même assez important, quoi. D'accord. Et donc la réglementation permet... ce terme de micro-carrière n'existe pas en réalité dans la réglementation. Le parc donc a pris... c'était une phase, une des phases du projet, c'est la partie démarche administrative. Donc le parc a pris l'initiative de faire l'ensemble des démarches administratives pour avoir l'autorisation, en fait, d'ouvrir une carrière. Et il y a dans la réglementation, la démarche est simplifiée avec des volumes limités. C'est pour ça qu'on parle de micro-carrière. À partir du moment où on déclare qu'on va se limiter à moins de 100 mètres cubes de pierres extraites par an, la réglementation est simplifiée. C'est-à-dire que c'est juste on a dû remplir une déclaration sur le site de l'État, constituer un dossier avec la présentation du projet, de l'expérimentation. Il faut décrire un peu le projet, avoir l'autorisation du propriétaire et s'engager à ne pas dépasser le volume de 100 mètres cubes par an, sachant que le texte prévoit aussi une durée maximale de 5 ans. Donc c'est-à-dire qu'une micro-carrière, le volume maximal qu'on peut extraire est de 500 mètres cubes de matériaux. Ce qui est extrêmement peu parce que en fait les carrières sont des milliers de tonnes de pierres. Et une fois que ces 500 mètres cubes sont extraits, est-ce que cette micro-carrière est remblayée ? Qu'est-ce qu'on fait du trou ?
Tout est remis en état. Tout est remis en état? On ne voit même pas notre passage. C'est vrai? Oui, oui, tout à fait. Voilà. C'est ce qu'on a fait la première fois. On a tout remis à niveau, on a passé le broyeur pour remettre en surface propre et on ne peut pas savoir si on a retiré quelque chose. Donc au niveau de l'environnement, vous respectez vraiment l'environnement? Ah oui. Voilà, c'était aussi une des phases de la recherche, c'est de trouver le site idéal qui perturbe le moins possible l'environnement. Donc il y avait certaines zones qu'on a d'office écartées, des zones à proximité des habitations, des zones naturelles. Sur le territoire du parc, on a des zones qui sont classées Natura 2000, des zones d'intérêt écologique exceptionnel, on les a exclues des recherches, des zones de forêt. Donc il fallait qu'on trouve un endroit avec l'impact minimal pour l'environnement, qui soit accessible pour les engins. Donc avec l'accord du propriétaire, vous voyez que donc c'est un ensemble d'éléments qui a permis d'identifier une parcelle à Grèzes. Et c'est pas certain qu'on puisse trouver facilement d'autres sites. Non, c'est sûr. Là, il y en a pour 5 ans, c'est ça? Oui, alors, en fait, on a terminé l'expérimentation et l'idée, c'était de démontrer que c'était rentable, parce qu'il ne faut pas oublier l'aspect économique. L'intérêt de l'expérimentation, et c'est observer cette expérimentation, elle est quand même observée au niveau national, puisque finalement, au niveau national, il y a très peu d'ouverture de micro-carrières. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi. On pense que les textes sont mal connus. Mais donc, l'avantage d'une micro-carrière, c'est de voir si c'est rentable ou non pour un artisan. Sinon, l'expérimentation n'a pas beaucoup d'intérêt, puisque là, on a analysé toutes les phases de tous les coûts d'exploitation d'une micro-carrière, et on l'a comparé avec l'achat de pierres dans un autre département. Et donc on s'aperçoit que la micro-carrière de Grèzes revient à près de 2 fois moins cher que l'achat de pierres dans d'autres départements. C'est le coût du transport qui fait que ça permet d'économiser des déplacements. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est assez aléatoire le sous-sol. Là, sur cette expérimentation, ça s'est passé comme ça. On peut en rencontrer à d'autres moments plus de travail pour retrouver la quantité nécessaire. Et donc là, ce compte-là, ça va coûter un petit peu plus cher. Voilà. Ce que j'aimerais bien savoir également, c'est à quoi servent réellement ces pierres, ces lauses? Est-ce qu'elles restent au niveau local ou pas? Voilà. Oui, c'est justement le but. C'est justement le but de pouvoir restaurer avec de la pierre vraiment locale et retrouver tout le relief qu'on a sur nos toitures et justement ce qu'on n'a pas quand on utilise de la pierre qui vient de Lozère ou d'ailleurs, quoi. Voilà. Ça fait des toitures trop parfaites et chez nous c'est loin d'être le cas, c'est irrégulier et il faut conserver ça. Voilà. Elles ne vont pas servir uniquement à restaurer les caselles, elles peuvent être... Four à pain, voilà, bien sûr, des lavoirs, enfin, tout genre tout le petit patrimoine qu'on rencontre chez nous, quoi. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que cette pierre, en aucun cas, ne peut être vendue ni cédée à personne. Elle ne peut servir que pour restaurer le petit patrimoine. Alors aujourd'hui, le parc a demandé une autorisation pour 5 ans. Et peut-être qu'on pourra développer d'autres projets de restauration avec le groupe d'artisans, la chambre de métier. Donc identifier des projets. Mais il y a aussi des artisans qui ont des projets d'ouverture de petites micro-carrières également. C'est ça, dans les perspectives de développement, c'est de continuer à restaurer le patrimoine avec des pierres locales. Donc l'expérimentation a démontré que c'était intéressant, à la fois sur le plan environnemental, sur le plan économique, que les démarches administratives n'étaient pas trop compliquées. En plus, l'autorisation se fait très rapidement. En quelques semaines, on peut obtenir l'autorisation d'exploiter. Alors, on a dit tout à l'heure que la condition, c'était de remettre en état le site une fois que l'exploitation est terminée. Bon, ça, c'est une des obligations réglementaires. Mais dans l'ensemble,
c'est assez simple à utiliser. Et donc, il y a plusieurs projets d'artisans aujourd'hui. Comme ? Non, pas pour moi, mais j'ai des collègues là, oui, qui sont intéressés pour ouvrir une micro-carrière. Oui. D'accord. Pas spécialement pour trouver de la lauze, mais peut-être du monolithe ou autre chose. Voilà. Qui servira à quoi, le monolithe ? Monolithe, pour faire les encadrements, les ouvertures, des choses comme ça. Voilà. D'accord. Combien d'artisans êtes-vous dans ce collectif ? Alors exactement. Enfin, vraiment qui se sont investis, pas énormément. Après, il y en a qui viennent de temps en temps, mais qui soient vraiment investis, on est 3 ou 4, c'est tout. Oui, mais il y a une d'une dizaine d'artisans qui s'est mobilisé dans la démarche. Voilà, après, il y en a une dizaine à peu près. Oui. Ils sont qualifiés sur le travail des techniques, qui connaissent. Après, c'est pas facile de dégager du temps aussi, parce qu'au départ, il y avait du bénévolat, quoi, un petit peu, donc c'était pas facile de dégager du temps aussi, de travailler dans l'entreprise en même temps. Oui, mais j'imagine, oui. Voilà. C'est ça. Mais c'est vrai que ça a créé une dynamique vraiment, c'est très très intéressant, et puis on apprend de chacun en plus, parce que même si on est de la même région, on a des petites choses qui sont différentes, et ça nous permet d'apprendre un peu de chacun. Alors il y a plusieurs territoires qui sont venus observer l'expérimentation, et il y a d'autres projets maintenant dans d'autres territoires du Massif central, et d'ailleurs ailleurs en France. Moi j'ai des appels de territoires, par exemple du Jura. Il y a des personnes dans le Jura qui se sont intéressées et nous ont demandé comment on avait réalisé cette expérimentation. Et donc je pense que un petit peu à la fois, cet outil, cette démarche, elle va se reproduire dans d'autres territoires. Et ce qui est intéressant aussi, c'est l'aspect filière aussi. C'est qu'un peu à la fois, on connaît des acteurs dans d'autres territoires, on échange, on partage nos expériences, on travaille en réseau avec d'autres professionnels. Donc chacun a réalisé aussi une action qui est aussi intéressante pour nous. Donc chez nous, il y a des artisans qui ont passé des niveaux de qualification pour améliorer encore leur savoir-faire. Ça permet de donner des perspectives à plusieurs artisans dans le département. Donc un peu à la fois, la filière LOZ qui au niveau national était vraiment en risque de disparition. Elle se reconstitue un peu à la fois. La filière pierre sèche est en renouveau. Il y a une augmentation au niveau national de la demande en pierre sèche, sur la technique de la pierre sèche. Mais la filière LOZ était en quasi-disparition. Donc il faut vraiment une mobilisation des territoires sur la restauration du patrimoine et la restauration des savoir-faire pour maintenir ce patrimoine. Oui, parce que malheureusement, ça, c'est petit à petit, ce savoir-faire s'est perdu, quoi. Il faut relancer tout ça et intéresser les jeunes à vouloir apprendre, quoi. Voilà. Et c'est vrai que c'est très beau. Ce petit patrimoine est très très beau. Et vraiment, ça serait bien qu'on parle un peu plus de vous, de votre travail, de ce que vous faites, parce que vous êtes vraiment des artistes également. D'être des artisans, mais vous êtes aussi des artistes. Et ça me fait rebondir aussi sur le projet artistique que vous menez également au sein du parc, avec la création d'une œuvre d'art refuge à Gréalou. Exactement, puisque la filière donner envie d'utiliser la pierre, c'est pas seulement pour la restauration du patrimoine, mais on aimerait aussi redonner envie d'utiliser de la pierre dans la construction neuve, pourquoi pas. On mélange par exemple avec d'autres matériaux, dans des usages contemporains. Donc on réfléchit aussi avec la chambre de métier du Lot et des artisans à des usages contemporains de la pierre sèche. La création d'œuvres artistiques, effectivement, essayer de montrer de belles œuvres en pierre. Et il y a justement un projet effectivement en cours de réalisation à Gréalou, qui est la création d'une œuvre entièrement en pierre sèche et en lauze, avec les pierres de la micro-carrière de Grèze. Qui a été extraite déjà depuis quelques jours. D'accord. Voilà. Et qui vont être modelés, taillés... Voilà, sur le chantier direct. Sur le chantier directement. Voilà. D'accord.
Donc un peu à la fois, on pourra montrer des réalisations en pierre pour donner envie de travailler la pierre et le faire connaître au public. Là, c'est le meilleur moyen de le faire connaître au public, puisque c'est un lieu public où passent énormément de gens, d'un petit peu partout. Et c'est vrai que ça va donner de la valeur à notre patrimoine, tout ça. Eh bien, merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Merci. Et on se voit bientôt sur un chantier, Sur pourquoi un chantier. Agréalou. Agréable. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Suite de l'émission Une pierre deux coups, avec un enregistrement effectué en classe à Montfaucon le 4 février dernier, avec Anne-France Poyon du Marais de Bonnefond. Il s'agit maintenant de découvrir le monde des pelouses sèches. Bonjour. Alors, moi je m'appelle Anne-France et je suis animatrice nature. C'est-à-dire que mon métier c'est de faire découvrir la nature. Et en général, l'endroit où je travaille, vous voyez, j'ai un uniforme un peu, c'est marqué ici, il y a une petite étoile là qui est dessinée et c'est marqué réserve naturelle. Je vais vous montrer après sur une carte, je travaille au Marais de Bonnefond. Vous avez déjà entendu parler du Marais de Bonnefond ? Oui, toi, oui. Ceux qui ont déjà entendu parler, levez la main un peu là. D'accord. Donc là, en principe, en général, l'endroit où je travaille, c'est au Marais de Bonnefond, qui est une réserve naturelle. Mais, de temps en temps, comme aujourd'hui, je m'en vais dans les écoles où je vais ailleurs. Je ne suis pas toujours que sur la réserve. Alors, est-ce que vous savez pourquoi je suis là et de quoi on va parler ? Des pelouses sèches. Des pelouses sèches. On va parler des pelouses sèches. Et aussi des landes. Et aussi des landes. Oh, bah ça, vous êtes déjà bien au courant. Nous, là-bas, on a Ouais. fait un tableau de la pelouse sèche et des landes. Eh bien, je vais regarder ça après. On va aborder Et on ça. n'a pas fait une lande. Anne-France, bonjour. Bonjour. Alors, mon métier, c'est d'être animatrice nature, donc de faire découvrir la nature aux gens, que ce soit des enfants ou des adultes. Et habituellement, je travaille la plupart du temps sur la réserve naturelle régionale du Marais de Bonnefond, qui se trouve à Mérignac-Lantour, donc entre Gramat et Saint-Céré. On est à Montfaucon, à l'école primaire de Montfaucon, et vous avez fait découvrir des pelouses sèches aux élèves. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, une pelouse sèche, c'est un endroit du Causse, plutôt sec, avec très peu de profondeur de sol. Et les plantes qui poussent sur ces endroits-là, il va falloir qu'elles soient capables de résister à l'absence d'eau durant les périodes estivales ou un peu plus sèches. Donc elles ont toutes des trucs et des astuces pour pousser et résister à la sécheresse. En général, ça va constituer des herbes plutôt rases et des petites graminées qui vont pouvoir se développer. Puis on a aussi des plantes grasses qui vont dessus aussi parce qu'elles ont aussi leurs petits trucs pour résister à la sécheresse. Jusqu'éventuellement après à certains arbustes qui ont aussi un peu leurs astuces pour trouver de l'eau d'une manière ou d'une autre. Les pelouses sèches, elles sont bien présentes sur le Causse, sur le territoire du parc naturel régional des Causses du Quercy, sur les endroits où il y a très peu de profondeur de sol. Donc là où il n'y a pas beaucoup de possibilités de stocker de l'eau en réserve dans le sol, c'est vraiment ces endroits-là où effectivement qui sont assez emblématiques du parc et on va retrouver les pelouses sèches. Elles ne sont pas si nombreuses que ça parce qu'il y a quand même des petites menaces qui pèsent sur elles. Donc si on les abandonne, s'il n'y a pas de pâturage, ou bon la fauche est compliquée sur les pelouses sèches, mais s'il n'y a pas de pâturage, eh bien, c'est les arbustes et les arbres qui gagnent. Donc après le paysage se referme et on se retrouve en lande, voire après en bois et forêt si on laisse faire naturellement l'évolution de la pelouse sèche. Quels sont les risques justement de cette évolution de la lande ? Mais disons que ça devient moins intéressant, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus uniforme. Une pelouse sèche, en fait, même si c'est très peu de terre avec des plantes qui vont vraiment avoir leur astuce pour résister, on a une multiplicité, une diversité végétale qui est fantastique. Et ça attire aussi certains animaux. Donc on a vraiment une biodiversité qui est très intéressante sur la pelouse sèche. Si on laisse évoluer en lande et surtout après en bois, en forêt, on uniformise le paysage et on a beaucoup moins d'espèces végétales et animales. Donc si on veut augmenter la biodiversité, en fait il faut qu'on ait vraiment cette mosaïque aussi de pelouse sèche qui reste présente. C'est bien aussi d'avoir des landes, hein. Ça ne veut pas dire qu'il fallait et des bois aussi, ça ne veut pas dire qu'il faut tout couper. Mais il faut vraiment maintenir cette diversité de milieux naturels pour avoir justement une belle biodiversité et puis un environnement intéressant. Je vous entendais tout à l'heure parler beaucoup de lichen, qui est un mélange de champignons et d'algues. Super, on va regarder ça après. Est-ce que le lichen se trouve en pelouse sèche et comment ce lichen a réussi à se créer
dans cet univers. Alors oui, les lichens, on les trouve sur les pelouses sèches. On peut aussi les trouver sur les zones de landes. Mais sur les pelouses sèches, en fait, c'est les premières plantes à venir coloniser la roche nue. Donc quand on a un paysage théorique de Causse avec de la roche nue, la première plante qui va venir, c'est le lichen, parce que par ses spores, il est capable de voyager loin. Donc il va vraiment pouvoir, par le vent, être emporté très loin et s'installer, être déposé là où les conditions sont favorables pour lui, c'est-à-dire où il n'y a pas d'autre concurrence. Donc la roche nue, lui, il est capable de se débrouiller, donc ça lui va bien. Et c'est lui qui, en mourant, va commencer à créer une première petite couche de terre sur laquelle les autres plantes vont pouvoir progressivement s'installer. Donc c'est le premier à pousser. Il amène après la mousse qui va, en se décomposant aussi, amener un petit peu plus de profondeur de sol qui va amener les autres plantes au fur et à mesure. Donc c'est le premier créateur de sol. Il était une fois une algue qui s'ennuyait dans sa petite flaque d'eau. Elle était là et elle se disait « Oh bah oui, je suis bien jolie avec mes jolies feuilles vertes. Je capte bien sûr la lumière du soleil et voilà, et je produis plein de sucre. Mais je n'ai pas de racines. Je ne peux pas quitter cette flaque d'eau, sinon je vais me dessécher. Je m'ennuie. Je ne peux pas aller bien loin. J'aimerais tellement voyager, tellement visiter le vaste monde, mais... Eh bien non, je suis là. Et si jamais ma flaque, elle se dessèche, eh bien moi, je vais me dessécher avec. Ça, c'est pas rigolo du tout. Et je peux pas me déplacer comme je le veux. C'est le courant, c'est l'eau qui bouge. C'est elle qui me fait me déplacer. Moi, j'ai pas le choix de la direction que je peux prendre. Je m'ennuie, j'aimerais tellement rencontrer d'autres amis. Un peu plus loin, dans le bois voisin, moi, le champignon, ben c'est sûr, j'ai des belles racines. Moi, j'en perds même de tous les côtés. Mais je ne peux pas fabriquer mon sucre, moi. Il faut que je m'allie avec d'autres plantes, des arbres ou d'autres plantes pour avoir le joli verre qui va me fournir le sucre. Moi, je n'ai pas de verre. Je ne peux pas fabriquer de l'énergie. Je peux juste puiser de l'eau, des sels minéraux. Je peux amener même des antibiotiques. Mais je suis dépendant des autres plantes. Et puis, j'en ai assez d'être dans ce coin de bois. Moi, j'aimerais bien voyager un peu et aller voir le vaste monde. Allez, j'arrache mes racines d'ici et je vais visiter le vaste monde. En route. Oh, quelle jolie plante verte. Oh, bonjour, bonjour. Qu'est-ce que vous avez du joli vert? Oh, mon rêve, avoir des jolies feuilles vertes comme ça. Oh, si je pouvais voir ça, qu'est-ce que je serais content. Oh, mais dis donc, vous avez des magnifiques racines. Oh, moi, si je pouvais avoir des racines comme vous, qu'est-ce que je serais contente alors. Oh, quelle magnifique racine. Oh, est-ce que vous voudriez bien m'emmener avec vous? Oh, mais ça, c'est une bonne idée. Alors, regardez, je me mets bien autour de vous comme ça. Voilà. Comme ça, vous, avec vos feuilles vertes, elles sont là. Vous allez pouvoir fabriquer de la chlorophylle, vous allez pouvoir fabriquer de l'énergie, du sucre et me nourrir. Ah oui, et vous, avec vos racines, je vais pouvoir vous apporter de l'eau, des sels minéraux et plein de bonnes choses pour vous soigner. Chouette alors. Allons, ça y est, nous sommes ensemble et nous devenons un nouvel être et nous nous appelons le lichen. Le lichen. Le lichen, un champignon avec une algue. La vie c'est comme un jardin, au début un petit rien, que l'on sème quand il fait beau et qui germe bien au chaud. La vie c'est comme un jardin, une graine qui a besoin de soleil, de terre et d'eau, ce qu'il faut. La vie c'est comme un jardin, faut la prendre à pleine main, qu'il y ait des bas et des hauts, quelle que soit la météo. La vie c'est comme un jardin, toujours bien en prendre soin, c'est la nature en cadeau, et c'est beau. Il y a des jours où on a plutôt la main verte, d'autres fois comme un pois chiche dans la tête. Soit on traîne et on ne marche qu'à la carotte, soit on veut gagner la course à l'échalote. Certains pensent que l'oseille c'est le paradis,
vie c'est comme un jardin, faut la prendre à pleine main. Qu'il y ait des bas et des hauts, quelle que soit la météo. La vie c'est comme un jardin, toujours bien en prendre soin. C'est la nature en cadeau, et c'est beau. Qu'on soit timide, toujours rouge comme une tomate, ou bavard à raconter plein de salades, amoureux avec un gros cœur d'artichaut, malchanceux à marcher sur tous les râteaux. Chacun fait comme il peut dans son potager, tantôt fertile, tantôt plein d'herbes et d'épines. Au bout du compte on finit tous par manger les pissenlits par la racine. La vie c'est comme un jardin, au début un petit rien, que l'on sème quand il fait beau et qui germe bien au chaud. La vie c'est comme un jardin, une graine qui a besoin de soleil, de terre et d'eau, ce qu'il faut. La vie c'est comme un jardin, faut la prendre à pleine main. Qu'il y ait des bas et des hauts, quelle que soit la météo. La vie c'est comme un jardin, toujours bien en prendre soin. C'est la nature en cadeau, et c'est beau. C'est la nature en cadeau, et c'est beau. C'est la nature en cadeau, et